On est parti, journal d'un coach en réathlétisation, c'est le numéro 3 ou le numéro 4. Je crois que c'est le numéro 3. Du coup, donc comme d'habitude, je vais lire les commentaires de la dernière vidéo. Il y en a un qui est vraiment bien et qui va tout de suite nous donner des idées et du coup, on va utiliser ce commentaire-là comme sujet de vidéo. Du coup, je vais le lire, donc commentaire de Katia. Si jamais c'est une sportive que j'accompagne, donc elle a laissé un bon commentaire, je trouve cool. Du coup, c'est parti. Donc merci beaucoup pour cette vidéo et d'avoir pris le temps de partager ton parcours. Dans ta vidéo, tu parles de l'endurance du cerveau à être concentré et le lien avec les performances physiques, ce que je trouve super intéressant. Plus le fait de pouvoir s'entraîner sans douleur, qui est vraiment important. J'aime beaucoup ton coaching, car tu évolues et tu continues de te former, que tu adaptes les programmes à nos sensations et que tu prennes vraiment le temps de nous écouter. Ça rend le coaching hyper personnalisé et vraiment adapté. Petite question, donc là, ça nous intéresse bien. Est-ce que tu pourrais nous montrer un cas concret d'accompagnement d'un sportif? Comment ça se passe étape par étape? Comment tu choisis les exercices et les axes de travail? Alors ça, c'est ultra intéressant. Et ensuite, la suite, c'est tu parles de plusieurs systèmes sensoriels, archaïques, donc les réflexes archaïques, en soi, c'est la même chose, on va le voir ensemble, etc. Du coup, je serais curieuse de comprendre comment tu décides lequel travailler en priorité et comment tu gères le fait que les problématiques soient souvent multifactorielles. Ce qui est pas faux du tout, et c'est une galère. Et aussi, en général, ton coaching dure combien de temps? Point d'interrogation. Merci encore pour tout, Katia. Alors, du coup, là, c'est vraiment ultra intéressant. Donc, il y a la première chose. Donc, est-ce que tu pourrais nous montrer un cas concret d'accompagnement sportif et comment ça se passe étape par étape, comment tu choisis les exercices, les axes de travail? Alors, du coup, je vais tout expliquer. Donc, je ne vais pas expliquer toute la suite de l'accompagnement parce que c'est pas ça qui est intéressant dans la question. C'est vraiment le point de départ, c'est-à-dire le bilan. Moi, comment je fais mon bilan? Comment je traite les informations que j'ai à travers ce bilan-là, donc à travers mon bilan, et ensuite quel choix je vais faire par rapport à tout ce que je vois sur le bilan. Alors déjà, première chose, on va contextualiser, mais du coup, moi, je suis spécialisé en réathlétisation, je suis coach sportif, et du coup, le type de profil que je vais accompagner, ça va être des gens, pour la plupart, enfin pour tous, qui sont sportifs de base, et pour la plupart qui ont des problématiques liées au mouvement, qui sont chroniques, qui durent depuis au moins plusieurs années. Pour la grande majorité, c'est ce genre de problématiques-là sur lesquelles on va essayer de trouver des solutions pour trouver des améliorations et que la personne puisse atteindre ses objectifs. Donc, exemple concret, j'ai un basketteur, il vient, il a des problématiques au niveau des chevilles, au niveau des genoux, c'est pas la première fois qu'il se blesse, à chaque fois il se blesse au même endroit, c'est toujours le même côté, et du coup ça a l'impact dans son basket, donc des fois il y a des vraies conséquences, le genou il va venir gonfler, il va venir se blesser, ou alors c'est juste des tensions, des problématiques qu'il va ressentir sur le terrain, ou après les séances, une fois qu'il a pratiqué sa séance. Mais il sent qu'il y a un problème, et il sent qu'il ne peut pas pratiquer son sport comme il le souhaite. Et moi du coup, expert en mouvement en tant que coach sportif, l'objectif c'est qu'il puisse se sentir le mieux possible dans son basket, que ce soit pendant ou après ses séances. Donc la finalité que lui il souhaite, c'est de pouvoir pratiquer son basket sans problématique, qu'il se sente vraiment bien, qu'il puisse atteindre ses objectifs, et moi je suis là comme outil, comme intermédiaire pour qu'il puisse atteindre son objectif. Donc voilà pour le contexte, ça c'est le type de profil que je vais venir accompagner. Du coup, pour pouvoir lui faire atteindre ses objectifs, moi ce que je vais faire, c'est mon bilan, ce que j'appelle le bilan BES. Donc le bilan BES, c'est un bilan qui dure 3 heures pour ma part, qui est à faire en autonomie, c'est sous forme de vidéo à m'envoyer, donc il y a 2 fichiers Word à m'envoyer, il y a un questionnaire complet que je vais détailler après, il y a un questionnaire, il y a un fichier à remplir pour le bilan tactile, donc ça c'est pour le système tactile, et ensuite il y a des vidéos à m'envoyer. Les vidéos à m'envoyer, c'est sous plein de concepts différents, mais en gros résumé, c'est ce qui est lié au système sensoriel et ce qui est lié au mouvement, donc aux articulations, leurs fonctions articulaires, leurs capacités. Donc il y a 2 choses que je viens tester, et par rapport à ça, étant donné qu'il y a beaucoup de facteurs qui viennent impacter ça, il y a beaucoup de tests qu'on va faire et beaucoup de questions posées par rapport à tout son parcours jusqu'à maintenant, pour que je puisse avoir un maximum de données et du coup tester et comprendre tout ce qui aurait pu avoir un impact sur son mouvement. Du coup, donc ce bilan, il dure 3 heures. Le bilan, pour le détailler, donc on va le faire dans cet ordre-là, mais d'abord le questionnaire. Donc le questionnaire, il y a une partie alimentation, hydratation, hygiène de vie, le cycle pour les femmes. Ensuite, il y a des questions sur la partie médicale, donc tout ce qui s'est passé médicalement par le passé et jusqu'à maintenant et ce qui est encore d'actualité,
ou alors ça peut être aussi des choses futures, si jamais il y a des rendez-vous, il y a suspicion de certaines problématiques. Donc vraiment l'aspect médical que je puisse comprendre, parce que bien évidemment que si la personne elle a des problématiques digestives, des problématiques type endométriose par exemple pour les femmes, bref, plein de problématiques de ce type-là, ou des problématiques, là dernièrement j'en ai eu plusieurs, mais des problématiques type psoriasis, donc des problématiques liées à la peau, donc qui va impacter le système tactile. Donc ça, dès qu'il y a des problématiques médicales, dès que ça peut impacter son corps, son système nerveux, ses systèmes sensoriels, ses articulations, sa peau, ses fascias, peu importe, son psychique, il faut que je le sache parce que ça a un impact sur le mouvement, ça a un impact sur son niveau de récupération, ça va avoir un impact sur ses systèmes sensoriels et moi, il faut que je puisse le savoir. Donc il y a une grosse partie sur ça, sur le questionnaire. Je demande vraiment que la personne elle puisse me donner un maximum d'informations. Ensuite, il y a des questions sur la partie plus blessure, antécédent, mais plus sur l'aspect mouvement sportif. Donc, est-ce qu'il y a eu des accidents? Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres blessures? Est-ce qu'il a déjà fait des entorses? Est-ce qu'il a déjà fait des tendinopathies? Des choses de ce type-là. Donc, vraiment, savoir un peu tout son passif. Parce qu'effectivement, s'il y a un gros passif niveau blessure, qu'il y a plein de séquelles, qu'aujourd'hui, oui, ça a été traité, mais ça a déréglé complètement ses systèmes sensoriels, enfin certains systèmes sensoriels, que le système nerveux l'a ancré et qu'aujourd'hui c'est considéré comme des zones menaçantes, il faut que je puisse le savoir parce que moi je vais devoir façonner ma programmation d'entraînement autour de tout ça. Donc ça aussi c'est une question qui est super importante. Et après j'ai une dernière question plus sur l'aspect psychique. Donc vraiment, est-ce que voilà, il y a eu des traumas, des personnes qui se sont fait agresser, qui ont subi des choses, ça peut être par rapport à leur éducation, par rapport à la famille, par rapport à des pressions externes, ça peut être plein de choses. Est-ce qu'ils ont déjà été en burn-out, le travail, le fait d'avoir plus de responsabilités comme les nouvelles mamans, les nouveaux papas. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et on s'en rend pas forcément compte, mais souvent moi, une fois que je demande à une personne, quand je commence à travailler avec elle, et qu'elle remplit le bilan, souvent on découvre qu'il y a des choses. Et la personne aurait peut-être pas fait les liens avant de me rencontrer, mais le fait de faire le bilan et de se dire, ben ouais, en fait, il y a eu un traumatisme, il y a une problématique psychique, et oui, ça va impacter ma respiration, oui, ça va impacter spécifiquement cette zone-là. Je sais que je me protège de cette zone-là. Pour donner un exemple concret, pour pas donner un exemple de mes clients, parce que ça reste personnel, mais un exemple concret, ça peut te paraître bête, mais le fait de subir, comme moi par exemple, quand j'étais plus jeune, ou voilà, des critiques parce que t'es en surpoids, t'aimes pas ton ventre, t'aimes pas ta graisse, t'aimes pas tes poignées d'amour, ça c'est un truc, c'est compliqué, ça a été compliqué longtemps chez moi. Du coup, grosse protection au niveau du ventre, je veux toujours rentrer le ventre, et là je suis en train de tout dérégler. Au niveau digestif, au niveau de la respiration ventrale où j'étais complètement bloqué, au niveau tactile ou dans les flancs, c'est impossible de me toucher à l'époque. Donc là, il va se dérégler énormément de choses. Donc dans ma posture, dans ma respiration, donc la régulation de mon système nerveux, la mobilité de mon diaphragme, la force de mon diaphragme, tout ce qui est lié à la respiration, donc mon système cardiovasculaire qui en prend un coup aussi, mes pressions internes qui sont complètement déréglées également, mon système digestif qui était aussi vraiment pas ouf, parce que je l'ai bien senti quand j'ai récupéré ma respiration ventrale, la différence niveau digestion. Donc là, il se passe énormément d'impact, de conséquences, et moi, il faut que je puisse voir effectivement quel type de personne c'est aussi sur cet aspect-là, sur l'aspect psychique. Parce qu'effectivement, sur le bilan, si moi, sur les bilans respiration, sur les bilans articulaires, sur les bilans sensoriels, je vois qu'effectivement il y a une problématique ventrale, mais que je vois aussi qu'il y a des problématiques liées au pied, qu'il y a des problématiques liées à l'équilibre et plein d'autres choses. Si en plus de ça, il y a une partie psychique où c'est de nouveau la zone ventrale qui est problématique, ou c'est une personne qui aurait plus tendance à avoir surtout des problèmes de ce côté-là, ben ça fait plus de facteurs qui pointent du doigt cette problématique-là. Et c'est de cette manière-là que je vais pouvoir plus ou moins prioriser certains facteurs plus que d'autres. Donc il y a énormément de questions où l'objectif, moi, c'est d'avoir le plus de data possible. Et si effectivement, il y a plein de facteurs qui disent que c'est une zone, c'est vraiment cette problématique-là qui est la plus conséquente et qui prend le dessus sur toutes les autres, ben, je vais avoir tendance à aller chercher à le prioriser parce que je sais que c'est là où on a le plus de marge de progression et c'est là où, au global, ça va faire le plus de changements. Après, ne pas oublier de continuer de faire les liens avec ces problématiques.
C'est-à-dire que voilà, si maintenant il a une problématique au niveau de la main, au niveau du coude, au niveau du pied, etc., que c'est cette problématique-là où il va ressentir des gênes, des tensions, etc., dans le fait de se mouvoir dans son sport, il faut quand même que je fasse des liens. C'est-à-dire je ne vais pas vouloir travailler un truc absolument alors qu'il n'y a pratiquement aucun lien à faire avec, sa problématique, ce pourquoi il m'a contacté. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est toujours un petit peu un casse-tête, mais avec l'expérience aussi, on apprend à prioriser, on pose tout de suite les bonnes questions et puis ça va beaucoup plus vite avec le temps. Mais c'est vrai que c'est pas rare que je passe des après-midi sur un cas à me casser la tête et à prendre des heures à réfléchir pour vraiment me dire que oui, je vais faire le meilleur choix et qu'on va fonctionner dans l'ordre de ces étapes-là. Donc voilà. Donc ça c'est pour le bilan. Ensuite, donc ça c'est pour la partie questionnaire. Ensuite pour l'autre partie, il y a donc les systèmes sensoriels qu'on va venir tester. Donc les systèmes sensoriels qu'on va venir tester, c'est sous forme de tests vidéo et un fichier Word à remplir. Donc le fichier Word à remplir, c'est pour le bilan tactile. Donc c'est la seule partie du bilan que moi je demande à faire avec une personne annexe. Sinon tout est à faire seul en autonomie. Donc là cette fois-ci pour le bilan tactile, c'est une personne qui se met au sol. Donc la personne testée qui se met au sol, une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Et ensuite, c'est une autre personne qui vient appliquer les stimulus tactiles sur les zones demandées sur le fichier Word. Et ensuite, sur le fichier Word, on doit remplir sur 1 à 10, c'est désagréable ou chatouilleux à combien. Et la personne, elle remplit le fichier Word. Quand elle remplit le fichier Word, alors ça c'est assez subjectif parce que les notes qu'elle met, c'est elle-même qui les met, donc c'est assez subjectif. Mais moi, ça, c'est pas dérangeant. C'est-à-dire que si la personne, si moi je la teste, que je vois les conséquences, qu'il y a du mouvement, ben moi je mettrais clairement qu'il y a un impact et que là, il y a une zone à sécuriser, c'est clair. Elle, peut-être qu'elle se dit, ouais, ça bouge, mais ça reste ok, hop, je mets 2 sur 10. Ça arrive souvent. Et c'est une crainte que mes sportifs, ils ont, c'est de se dire, ouais, mais imagine, je remplis pas correctement le fichier Word. Moi, c'est pas un problème ça, parce que généralement, ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire que les personnes qui mettent 2 sur 10, alors que la personne, elle a des spasmes mais que tu as une perte de force énorme, ça inhibe les muscles, il y a une grosse fuite, une grosse crispation, même si elle met 2 sur 10, je sais qu'elle a mis 2 sur 10 sur la crispation, donc tout le reste, elle va mettre 0. Donc là où elle ne ressent rien, elle va mettre 0 sur 10. Par contre, là où elle ressent quelque chose, elle va mettre 2 sur 10. Et moi, ces notes-là, elles vont se révéler par rapport au reste du bilan. Et elles vont prendre le dessus, donc il y a certaines zones moi que je vais garder en tête. Donc effectivement, si elle a mis 0 sur tout le bilan, mais qu'au niveau des flancs, elle a mis 2 sur 10, ça reste pas énorme, mais il y a quand même une zone où elle a mis plus qu'ailleurs, c'est qu'il y a une zone sensible de ce côté-là. Donc ça, c'est une information que je vais venir recevoir. Et ensuite, effectivement, sur le reste du bilan, les autres systèmes sensoriels, les autres articulations, plus les liens avec ces problématiques. Donc si par exemple dans cet exemple-là, elle a des problèmes de latéralité, elle est déséquilibrée au niveau postural, plus en plus de ça, ces problèmes, c'est pourquoi elle m'a contacté, c'est plus des problèmes liés à la hanche dans le mouvement. Là, il y a quand même pas mal de liens à faire, par exemple avec le réflexe de Galant, avec les obliques, avec la latéralité, des problématiques posturaux, éventuellement des problèmes au niveau Babinski, au niveau des pieds, de son ancrage. Donc là, il y aura pas mal de choses à voir au niveau visuel, des déséquilibres visuels, etc. Donc là, il y aura pas mal de choses qui pointent du doigt, et même si le bilan tactile il n'est pas à 100% bien rempli, et que j'aurais peut-être moi, si j'étais là et si je l'avais fait en physique, pas rempli de la même manière, moi ça me donne quand même cette information-là, et ça n'a jamais été problématique, et on a toujours vu sur le bilan les zones qui étaient plus stressantes, moins sécurisées en tout cas. Donc ça c'est pour le bilan tactile, et ensuite pour les autres tests, donc pour les systèmes sensoriels, donc c'est des vidéos à m'envoyer, on teste les systèmes sensoriels tout simplement. Donc l'odorat, le visuel, le vestibulaire. Le proprioceptif, ça c'est plus lié au mouvement du coup, donc c'est plus pour les tests articulaires. Et puis voilà, les tests cervelets aussi, vermis. Et ensuite c'est parti. Donc là l'objectif sur ces tests-là, c'est de tester tes sens, de tester les nerfs aussi, les nerfs crâniens. Donc j'ai plusieurs tests par rapport à ça. Il y a les tests au niveau orofacial. Et l'objectif c'est vraiment de comprendre tout ce qui va impacter ta posture, va impacter ta respiration, va impacter comment toi tu traites les informations dans tes environnements, et qu'on puisse regarder ça. Donc c'est vraiment l'aspect plus sensoriel, ce qui va impacter le système nerveux, ce qui va impacter ton équilibre, comment tu traites les informations,
liés à plein de tests différents, donc ceux que j'ai cités juste avant. Donc ceux-là, pour donner des exemples concrets, au niveau visuel, tout simplement, je vais te demander de faire des exercices visuels devant la caméra, et c'est des vidéos que tu vas m'envoyer. Donc sur ces aspects-là, moi ce que je vais venir regarder principalement, là où je vois le plus de choses, c'est les yeux. Les yeux, très généralement, les personnes que moi je vais venir accompagner, il y a des gros défauts. Donc au niveau de l'œil ou sur les poursuites, ça saccade, des grosses crispations, des grosses compensations au niveau cervical, des gens qui vont vite... Enfin, normalement, quand tu es censé focus sur une cible, tu es censé ouvrir l'œil et essayer vraiment d'avoir de l'information, mais pas te crisper, pas te protéger. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent aussi. Des déséquilibres entre la droite et la gauche, des gros déséquilibres vraiment qui sont flagrants, du style, voilà, tu fais des poursuites sur un œil, ça se passe bien, et l'autre, bam, il part dans tous les sens, il n'arrive pas à poursuivre la cible, ça saccade, il y a plus de crispation, de compensation cervicale. Ça, c'est des trucs qu'on va avoir souvent. Et après, sur les tests de convergence, où soit ça converge pas du tout, c'est-à-dire la personne, tu lui demandes de loucher et il se passe rien, ou alors des défauts de convergence, donc tu as un œil qui reste fixe et l'autre qui vient converger. Donc là, tu vois aussi des gros déséquilibres. Ou alors des pertes de force, manque d'endurance, ou alors c'est vite désagréable, ça fait mal à la tête, ça c'est des trucs qu'on va voir souvent aussi, et ça c'est des trucs qui se voient très facilement à l'image. Donc ça c'est des choses qui sont problématiques, c'est révélateur de beaucoup de choses, et là l'objectif c'est nous ensemble, que moi je puisse donner des exercices, donc je vais en donner mais liés vraiment à son sport, au mouvement de l'œil, et faire des trucs assez basiques. Et surtout, je vais renvoyer la personne chez un spécialiste, donc c'est-à-dire chez un orthoptiste. Pour la plupart du temps, je vais demander de faire ça, ou un ophtalmo, et que la personne elle puisse bénéficier d'un bilan orthoptique et qu'elle puisse travailler justement ce qui est lié à ces problématiques, donc généralement les mouvements de l'œil, en tout cas moi c'est ce que je vois de plus flagrant à chaque fois, et qu'elle puisse régler ces problématiques-là. Parce que les conséquences, c'est d'avoir une mauvaise prise d'information au niveau visuel, et ensuite que le corps vienne se calibrer par rapport à ça. Donc si effectivement tu as un déséquilibre entre la droite et la gauche, des défauts de fonctionnalité, forcément le corps, si toi tu as une image qui est déséquilibrée, il va venir rééquilibrer ça au niveau postural. Et ça c'est pas bon parce que après ça dérègle énormément de choses. Et ça peut être en partie responsable de tes problématiques et ça peut être en partie une solution à tes problématiques et améliorer toi ta capacité à te mouvoir dans l'espace et de la meilleure des façons. Donc ça c'est un gros point que je vois le plus souvent. Ensuite le deuxième point que je vois le plus souvent, c'est lié à tout ce qui est orofacial, la langue, la mâchoire. Donc des tests simples, juste de proprioception fine autour de la mâchoire. Est-ce que tu arrives à la bouger? Au niveau de la langue pareil, et là pareil, on va voir plein de choses. Donc là les choses qu'on va voir tout simplement c'est du style je te demande de faire un glissement latéral de la mâchoire. Et là c'est... donc ça va pas être bon. Ou alors la personne elle va ouvrir la bouche, elle va avoir des compensations avec les joues, avec les lèvres qui sont énormes. Ou alors elle capte pas du tout les glissements, elle en fait pas du tout et elle fait des mouvements cervicales. Donc là pareil, il va se passer plein de choses, plein de compensations et on va voir beaucoup de choses. La langue pareil, le fait de pointer en avant, le fait d'aller vers la droite, vers la gauche, de garder la langue au palais, des choses comme ça. Il y a plein de tests et après l'objectif c'est de voir s'il y a des déséquilibres, des manques de fonctionnalité. Et ça c'est un truc que je vois souvent aussi où les personnes elles n'arrivent pas à bouger correctement ces zones-là. Et du coup c'est la zone cervicale qui compense, c'est... des problématiques au niveau respiratoire, si la langue elle se positionne mal, qu'elle n'est pas suffisamment musclée ou qu'il n'y a pas suffisamment de proprioception ou qu'elle n'a pas suffisamment de place dans la bouche ou alors que tu as eu des problématiques dans la bouche, par exemple il manque une dent, il y a eu un chantier de fait et des gros déséquilibres de fait et il y a éventuellement moins de place parce qu'on t'a replacé les dents enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui est fait au niveau dentaire. Et si derrière ça, il y a des déséquilibres donc, qui se transfèrent sur la langue, qu'elle se positionne mal, qu'il y a des déséquilibres, qu'elle bascule plus sur la droite, plus vers le bas, qu'elle n'est pas dans une position entre guillemets normale, et que toi, pour compenser ça, un mauvais placement de la langue, je viens avancer davantage la zone cervicale ou davantage l'incliner.
ça va être ce genre de compensation qu'on va voir. Et là, pareil, derrière, ben, tu as toute ta colonne vertébrale qui va venir se déséquilibrer. Posturalement, tu vas te déséquilibrer. Au niveau de la respiration, ça va déséquilibrer beaucoup de choses derrière. Et après, on a tout un système de compensation qui se met en place et rebelote. Est-ce que c'est problématique? Est-ce qu'on fait des liens? Est-ce qu'il y a des conséquences avec les problématiques que toi tu ressens aujourd'hui? Et est-ce que travailler dessus, ben, ça serait intéressant pour que, en partie, régler ces problématiques-là puisse avoir des conséquences positives pour que toi tu puisses bien te mouvoir dans ton sport. Donc c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours les mêmes finalités que nous on recherche à avoir. Donc c'est vraiment à travers un bilan, vraiment essayer de comprendre ton corps dans sa globalité pour ne rien laisser au hasard. C'est-à-dire que voilà, si toi tu as envie de renforcer ton pied, ben c'est bien, ou ta cheville ou ton genou, etc. Tu peux le renforcer, c'est très bien, mais si tout ce schéma de compensation derrière, il n'est pas réglé et qu'effectivement ça vient de la bouche, ça vient de la langue, ça vient de la mâchoire, ça vient des yeux, ou peu importe les autres facteurs, ben il faut le bilanter parce que tant que tu l'as pas bilanté, que c'est pas diagnostiqué et que tu règles pas cette problématique, ben tu auras toujours ce schéma de compensation derrière et ses conséquences en cascade qui persistent. Et après, tu te plains qu'il y a toujours ces problématiques-là, que tu as toujours des problématiques liées au mouvement et que tu te blesses toujours au même endroit, que tu as toujours les mêmes tensions au même endroit. Ben, en fait, il faut aller chercher le problème à la source. Dans l'idée, c'est ça. Et après, chaque personne est différente. Il y a toujours de la personnalisation à faire. Et c'est pour ça que le bilan, il est quand même conséquent et qu'après, ben, j'essaye de me creuser la tête le plus fort possible pour essayer d'être le plus précis possible et tout de suite d'être juste, moi, dans mon analyse et dans ce que je prescris après comme exercice. Ou alors dans les personnes que je demande à la personne d'aller voir. Donc bien évidemment, c'est pas moi l'intermédiaire, hein, mais ça va être son médecin traitant pour la plupart du temps. Où du coup, ben, l'objectif, c'est que moi, je puisse aussi avoir un œil sur ce qu'elle fait et mettre la lumière sur certaines problématiques et que derrière, elle puisse aller voir la bonne personne, faire les bons bilans et régler ses problématiques. Donc ça, c'est une approche que j'ai depuis peu, mais de plus en plus que je me forme sur tous ces concepts, que j'ai eu la possibilité de beaucoup pratiquer. Maintenant, ça fait des mois et des mois que je m'entraîne sur tout ça, donc j'ai pu voir quelles étaient les limites de l'entraînement. Enfin, les limites, ça fait pas non plus 15 ans que je m'entraîne sur tout ça. Même un jour, je vais atteindre ce niveau-là, mais voilà, chaque chose en son temps. Mais malgré tout ce que j'ai pratiqué, je vois quand même, entre guillemets, certaines limites, qu'il y a des choses à aller chercher, à aller voir qui sont clairement intéressantes et des professionnels à aller voir où je suis en train d'ailleurs de tester d'autres approches, etc. Et où c'est vraiment intéressant d'aller chercher et ça débloque des choses en plus de ce que tu fais à côté. Donc l'idée, c'est pas de tomber dans ça, donc dans se dire oui, c'est qu'une problématique visuelle et une fois que j'aurai vu mon orthoptiste, mes problèmes seront réglés et je serai le meilleur au monde. Ça n'existe pas, hein. C'est toujours un ensemble de facteurs. C'est-à-dire que tu dois aller régler tes problématiques de fond liées à la posture, liées à tes sens, liées à la respiration, la langue, etc. Pour redonner un exemple. Donc il faut que j'aille régler ces problématiques de fond. Il faut que je puisse m'hydrater, bien manger, bien dormir. Il faut que je puisse, au niveau psychique, me sentir bien, que je ne sois pas non plus complètement stressé, qu'il y a des choses que je puisse régler, si jamais effectivement il y a des problématiques de fond à régler de ce côté-là. Il faut que je puisse avoir une activité sportive intelligente, parce que les monsieur et madame là, qui se défoncent à l'entraînement, qu'il n'y a aucune data, qu'il n'y a aucune surcharge progressive intelligente de fait, et qu'après ils s'étonnent d'être en surentraînement et de se blesser, ben ça c'est débile aussi, hein, faut le dire. Il faut qu'il y ait une approche intelligente dans la recherche de performance. Aller tous les jours s'entraîner et juste défoncer tous les jours, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Il y a de la data à avoir, il y a une intelligence de travail à amener, il y a de la prépa physique à faire à côté pour s'entretenir, pour bosser ce que tu ne bosses pas dans la spécificité de ton sport, que tu puisses avoir une certaine longévité et du coup sur le long terme surcharger progressivement pour effectivement te développer et performer de plus en plus au fur et à mesure du temps. Donc il y a cette spécificité là à avoir. Et ensuite dans le cas où tu as déjà des problématiques liées aux articulations, aux mouvements, etc., bah, que tu puisses faire ta rééducation, ta réathlétisation aussi intelligemment. Donc c'est toujours un ensemble. C'est pas un facteur qui va tout changer, c'est vraiment l'ensemble de ces facteurs mis en corrélation
intelligemment, donc où on a fait des liens entre ces différents facteurs intelligemment, où effectivement ça va créer une vraie transformation. Et après, une fois que une personne t'a donné les armes pour ça, que tu puisses toi comprendre ce qu'elle t'a apporté concrètement, et que tu puisses maintenir cette logique-là sur le long terme. Et c'est cette logique-là qui va t'amener des résultats et qui va te faire toi te développer au fur et à mesure du temps. Donc c'est toujours un ensemble de choses. Il n'y a pas... J'ai rarement vu ça, hein. Je pense qu'en vrai, j'ai jamais eu d'exemple sur ça. Il doit y en avoir forcément, mais la personne qui fait un truc et ça change tout, et après, il n'y a plus jamais de problème, ça, j'ai jamais vu. On reste des êtres vivants, on se blesse, on se fait mal, il y a des tensions, il y a des douleurs, il y a des compensations, c'est normal, c'est la normalité. Mais maintenant, l'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum d'outils à disposition pour ajuster la chose et que tu puisses, un peu comme une montagne de Kapla que toi tu construis au fur et à mesure du temps, que dès qu'il y a un petit Kapla qui commence à se casser la gueule et qui commence à se barrer, ben que toi tu aies l'outil à disposition pour comprendre pourquoi il se casse la gueule, pourquoi il se barre et le remettre dans le droit chemin. Et dès qu'il y a un autre facteur où de nouveau il se casse la gueule, ben pareil, tu refais, tu remets le Kapla, tu remets le Kapla, tu remets le Kapla, et t'en ajoutes, et t'en ajoutes, et t'en ajoutes. Donc c'est jamais une montagne de Kapla que tu mets d'un coup, mais c'est plein de petits Kapla que tu mets sur ta montagne. J'espère que vous avez compris l'image. Du coup, voilà. Je relis juste la question. Est-ce que tu pourrais nous montrer un cas concret d'accompagnement d'un sportif? Comment ça se passe étape par étape? Comment tu choisis les exercices et les axes de travail? Ouais. Du coup, donc ça c'est pour le bilan. Donc ça c'est pour les systèmes sensoriels, pour tout ce qui est un peu annexe. Enfin, c'est pas du tout annexe, mais un peu la partie qu'on parle le moins pour la partie mouvement et la partie articulation. Et ensuite, du coup, pour les tests articulaires, les tests de mouvement, pour comprendre tes articulations, ce qui leur manque, leur fonction articulaire, de quelle manière tu bouges, la proprioception que tu as de ton corps. Ça, c'est des tests où, du coup, tout simplement, tu as des tests sur tes articulations. Donc, c'est des mouvements que je demande de faire à la personne et après, elle m'envoie les vidéos. Et après, je regarde et on teste absolument toutes les articulations du corps, toutes les fonctions, ou en tout cas, vraiment les principales, mais il y en a beaucoup de couverts, on les teste pratiquement tous. Et ensuite, moi, je vais venir regarder ça. Et ensuite, je vais voir les déséquilibres, les défauts, est-ce qu'il manque de l'amplitude, est-ce que là, il n'y a pas de contrôle. Par exemple, je lui demande de faire juste une rotation externe avec l'épaule droite et la personne, il y a un mouvement parasite dans l'autre épaule, donc il n'y a vraiment pas de dissociation entre la droite et la gauche. Il y a plein de choses que je vais voir de ce type-là. Et après, pareil, ça va me donner plein de data, plein de données qui vont se rajouter à toutes les autres données que j'ai déjà. Et après, ça me permet d'avoir énormément de données et de faire les meilleurs choix que je puisse faire à mon sens. Donc ça c'est pour le bilan, et une fois qu'il est finalisé, je commence à le traiter, et je commence à traiter toutes ces informations. Ensuite du coup pour le choix des exercices et les axes de travail, alors il y a une petite partie dans la question aussi qui est intéressante, c'est combien de temps ça dure. Donc moi généralement je travaille entre 4 et 6 mois généralement, ça va durer ce temps-là à peu près. Du coup, j'essaye moi de travailler sur le moins de temps possible parce que c'est quand même très demandant ce que je demande à la personne, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et de plus en plus que je me développe, enfin de plus en plus sur d'autres aspects, mais de moins en moins dans ce qu'on fait nous ensemble. Parce que justement, je veux pas surcharger la personne, mais je veux qu'on puisse quand même recouvrir un ensemble de problématiques et qu'on puisse avancer sur cet ensemble de problématiques. Vraiment qu'on soit le plus efficient possible. Et ça, je sais que c'est pas quelque chose que je peux forcément tenir sur le long terme avec tout le monde. Donc il y a des gens que je suis depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, pour la plus ancienne, depuis que j'ai débuté en soi en ligne. Du coup, il y a des gens effectivement qui tiennent sur le long terme, mais pour la majorité, ça reste quand même temporaire. C'est-à-dire qu'ils veulent s'investir sur plusieurs mois, mais au bout de 4-5 mois, je sens que c'est la limite, vraiment. Au bout du 5e, 6e, c'est limite, ces mois-là, ils servent pas à rien, mais ils servent un peu à rien. Parce que la personne, elle lâche, tout simplement parce que au final, je demande quand même pas mal de choses à faire. Donc, je demande de faire des blocs quotidiens, je demande de faire des blocs renfo aussi, à la semaine, au moins 3 fois. Et ensuite, pour quelques personnes, je fais aussi les programmations d'entraînement type muscu, ça peut être course à pied, etc. Et au final, il y a vraiment beaucoup de choses à faire
dans la semaine d'entraînement et c'est très prenant, c'est très énergivore. La personne doit y penser, elle doit regarder les exercices, comprendre ma méthode, comprendre les intentions spécifiquement moi que je demande sur les exercices. Donc il y a vraiment un travail de recherche, de compréhension où elle doit prendre le temps de comprendre tout ça qui est conséquent, qui fatigue et qui est très prenant psychologiquement, physiquement et au bout d'un moment la personne elle lâche, ce qui est normal. C'est toujours temporaire. Moi, par exemple, toutes les formations que j'ai pu faire, tous les accompagnements, c'est pareil. Ça dure 3 mois, 4 mois, 6 mois grand maximum. Mais pareil, les périodes de 6 mois, je les ai jamais faites. Je me limite toujours à 3 mois, 4 mois. Et après, je sens que j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et après, c'est à moi de pratiquer, d'être régulier. Mais j'arrête de me prendre la tête et vraiment de bénéficier de ces derniers mois. Donc, il y a vraiment un gros rush qui se fait sur les premières semaines, les premiers mois. Et après, c'est un peu la limite. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment apporter le plus de personnes le plus de choses, pardon, le plus de valeur, le plus de changements possible sur cette petite période-là. Donc dès le départ, je veux que le bilan il soit bien compris avec une belle roadmap. Donc j'émets une ligne directrice claire de ce qu'on va faire nous ensemble. Je me projette sur 3 mois, 4 mois, donc ça nous laisse le temps de faire à peu près 3 cycles généralement. Donc je fais 3 cycles où je me dis, voilà, ça c'est les priorités. Si, tant que ces priorités elles sont pas réglées, c'est normal que tu ne me vois pas bien. Donc on va aller à fond sur ces problématiques-là et les régler le plus rapidement possible. Donc il y a ça que je demande à travers des exercices et après il y a les rendez-vous, là de plus en plus dernièrement que je mets en place parce que c'est vraiment un aspect qui est trop important et que j'ai plus envie de délaisser, mais je n'hésite pas du coup à me permettre de conseiller la personne d'aller voir son médecin traitant, de lui parler de ses problématiques et d'aller voir tel et tel spécialiste, qu'elle puisse lui en parler et ensuite recevoir les ordonnances. Donc par exemple, si moi effectivement au niveau visuel, au niveau de la bouche, etc., ou au niveau auditif, je vois qu'il y a des problématiques, au niveau de la peau, etc., ben, qu'elle aille voir le bon spécialiste pour avoir le bon traitement ou le bon bilan et le bon diagnostic pour ensuite avoir des solutions. Donc il y a pas mal de choses à faire. La personne au final, elle a sa programmation d'entraînement, elle a la compréhension du bilan, de la roadmap que nous on va faire ensemble. Plus je prends des rendez-vous à côté, plus je vais voir ces professionnels et j'ai aussi des choses à faire avec ces professionnels. Donc il y a pas mal de choses à regarder. Donc il faut que je puisse bien concilier ces choses-là et pas que ce soit non plus trop prenant parce que sinon je perds la personne ou on la surcharge et puis son corps il prend pas au niveau nerveux, etc. Donc il faut que je puisse avoir de l'expérience et que je puisse faire les meilleurs choix. Du coup, par rapport à ça, donc une fois que le bilan il est fait et qu'on a compris ces choses-là, moi mon objectif c'est de faire les meilleurs choix possibles. Donc en termes d'étapes, les choix que je vais les faire comme ça, c'est-à-dire que je vais traiter le bilan, je vais traiter ces informations-là. Il y a des choses qui vont ressortir. Généralement, il y en a 2-3 qui vraiment sont des choses très stressantes, qui impactent vraiment son corps et où tout le bilan met la lumière sur cette problématique-là. Donc par exemple, si au niveau vestibulaire, on n'est pas bon du tout, elle se déséquilibre. Dans le questionnaire, elle a dit qu'elle a des problèmes de vertige, de migraine, de stress, une respiration très haute que je vois sur le bilan respiration par exemple. Donc vraiment où on est à fond dans les épaules, à fond dans les trapèzes, on n'a rien au niveau thorax, rien au niveau ventral, c'est bien bloqué. Que sur le bilan articulaire au niveau de la colonne vertébrale est complètement figée sur l'axe extension. Que sur les bilans concernant les canaux semi-circulaires, sur les angles en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, la tête est complètement crispée, ça se déséquilibre, le thorax il part complètement avec, on n'a pas d'amplitude. Sur le bilan réflexe archaïque pour le RTSC, donc c'est en quadrupédie, tu fais une dissociation flexion-extension tête avec le reste de la colonne, donc quand elle fait ça, elle compense à fond avec sa zone lombaire. Ça fait plein de tests différents, mais au final, bah moi je vais dire, il y a un réflexe de Moro mal intégré. Donc le réflexe de Moro, c'est un gros réflexe qui vient figer la colonne vertébrale, qui vient bloquer la respiration, qui se déclenche sur les axes de flexion-extension. Donc c'est-à-dire que dès que tu vas avoir un schéma de flexion-extension sur la zone cervicale ou sur le corps, l'oreille interne va devoir faire un travail de rééquilibration. Donc ajuster la posture pour ne pas tomber et lutter contre la gravité. Et lorsqu'il est sous-stimulé ou lorsque ce réflexe est mal intégré, ben, ça déclenche ce réflexe-là où naturellement la personne elle va tout de suite avoir l'impression de tomber et du coup elle va venir se figer, se protéger, se crisper. La respiration elle va monter. Et là ça déclenche le système nerveux sympathique, donc ça la stresse directement. Donc si tous
les facteurs liés au réflexe de Moro, ben effectivement, ils déconnent sur le bilan, ben je vais pas juste tester le réflexe de Moro, mais je vais tester cet ensemble de choses, lire le questionnaire, ce qu'elle a mis, la comprendre, connaître la personne et me dire qu'effectivement, ben tout dit que le réflexe de Moro est mal intégré. Donc là, je vais vouloir le travailler, ce réflexe de Moro là. Donc les choix que je vais faire, ça va être vraiment d'essayer de voir qu'est-ce que mon bilan me donne comme données, et là vraiment où il y a le plus de problématiques révélées, et ce qui correspond à un seul axe de travail. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de comprendre ça, et ensuite, une fois que ces axes de travail, qui sont vraiment des priorités à aller chercher, sont à travailler, et que moi j'estime que vraiment ça va faire un énorme changement et qu'il y a vraiment des vrais liens à faire avec les problématiques qu'elle ressent aujourd'hui et ce pourquoi elle m'a contacté, donc lié au sport, au mouvement, à son sport, et ben je vais vouloir travailler ça, et ça va être une première étape par exemple dans l'exemple du réflexe de Moro. Donc ça, c'est en résumé de quelle manière je vais choisir mes axes de travail, dans quel ordre, comment je vais prioriser. Après, l'autre chose aussi en termes de priorisation qui est aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a des étapes dans la manière dont on va programmer. Donc, dans cet exemple-là, bon, après le réflexe de Moro, c'est très primaire, hein. Souvent, c'est une grosse priorité à aller chercher. Donc, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a peu d'autres priorités qui vont le battre, entre guillemets. Mais les autres priorités éventuellement à aller chercher, c'est le tactile, le tactile, la respiration. Ça, c'est des choses aussi qui sont très sécurisantes aussi, qui peuvent manquer beaucoup. Donc c'est possible aussi qu'il y ait d'autres systèmes qui viennent être plutôt à prioriser plutôt que d'autres. Donc sur le bilan, moi je vais toujours voir plusieurs problématiques, mais après quelle entrée je vais choisir, ça va dépendre du coup de ce que moi je perçois sur le bilan et de là où il y a le plus de problématiques. Mais ensuite ça dépend aussi dans quel ordre ça serait le mieux de le faire pour pas que d'autres problématiques interfèrent dans la réintégration de quelque chose que je veux réintégrer. Donc pour l'exemple par exemple du Moro, si effectivement le fait d'être en contact avec le sol, on a cette sensation tactile, qu'elle a des grosses sensibilités tactiles au niveau de la colonne vertébrale, qu'elle n'est pas du tout à l'aise sur le dos, qu'elle a des sensibilités au niveau de la nuque, et ben sur le réflexe de Moro, peut-être que ça serait plus intéressant de d'abord aller chercher du massage, de la sécurisation tactile sur la colonne vertébrale, de trouver des entrées sensorielles de ce côté-là pour d'abord sécuriser et ensuite la mettre au sol et travailler le réflexe de Moro. Ou alors essayer de travailler le réflexe de Moro mais sans qu'il y ait ce feedback tactile, donc éventuellement rester assis, juste faire un petit peu de flexion-extension plutôt qu'une fleur de Moro complète, donc juste flexion-extension au niveau de la zone cervicale, pardon. Donc ça va être plein de choix que je vais essayer de faire, et je vais essayer de faire les meilleurs possibles pour pas que ça interfère et qu'on puisse avancer. Donc l'idée c'est que moi je mets en place des mini-blocs quotidiens par rapport à ça, donc on travaille des grosses fondations, parce que je veux qu'il y ait un travail quotidien fait là-dessus, parce que j'estime que c'est des priorités et je veux vraiment que ça avance le plus rapidement possible. Et du coup, par rapport à ça, j'essaye de mettre un ensemble d'exercices qui sont bien corrélés, qui sont des priorités à aller chercher et qui sont mis dans un ordre qui nous permet, nous, de ne pas interférer entre les différents exercices et de réintégrer les choses et dans le bon ordre. Donc voilà, c'est un petit peu flou pour les gens qui connaissent pas trop, mais c'est assez intéressant. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre tous ces systèmes, de savoir quels sont les liens entre tous ces systèmes, parce qu'ils sont tous liés, et du coup, de voir effectivement quelles sont les priorités. Si effectivement je veux travailler à un niveau supérieur, il faudrait peut-être déjà que je travaille ce niveau inférieur, parce que si je travaille le niveau supérieur, mais que le niveau inférieur il n'est pas réintégré, dès que celui-là il va se déclencher, le niveau supérieur il va pas tenir, ça va s'effondrer, et au final ça ne règle pas la problématique. Donc en termes de priorisation, c'est lié à pas mal de choses. Il y a les gros axes de travail que je vais choisir par rapport au bilan et par rapport aux données que j'ai de ce bilan. Et après, il y a la priorisation dans ce que je vais faire par rapport aux axes principaux que je veux travailler, donc lequel va interférer sur l'autre et lequel est à prioriser. Dans l'idée, ça serait de le voir comme ça. Donc, moi, mon bilan, si je dois le résumer là aujourd'hui, ça serait vraiment de comprendre quels sont les 3 axes de travail les plus importants. Et ensuite, parmi ces 3 axes de travail, de quelle manière, en prenant en compte que ces 3 axes de travail, de quelle manière je vais les prioriser. Donc est-ce que je vais faire d'abord le niveau 1, est-ce que je vais d'abord faire la troisième partie que j'ai vue sur le bilan, ou le niveau 2, etc. Donc si je dois résumer, je le ferai comme ça.
Du coup, voilà, on a répondu à une bonne question là. Et après, du coup, je parle de plusieurs systèmes sensoriels, archaïques, etc. Du coup, je serais curieuse de comprendre comment tu décides lequel travailler en priorité, donc ça c'est bon. Et comment tu gères le fait que les problématiques soient souvent multifactorielles et aussi en général, ton coaching dure combien de temps? Bah, j'ai répondu un peu à tout. Juste ça, comment tu gères le fait que les problématiques soient souvent multifactorielles? Alors justement, le fait que ce soit multifactoriel, euh, il y a un truc aussi à comprendre, c'est que moi je suis pas un psychologue, donc la partie psychique, ben c'est pas chez moi qu'il faut aller chercher ça. Je suis pas un nutritionniste, je suis pas un diététicien, donc pareil, s'il y a des vraies pathologies au niveau digestif, des problématiques de ce côté-là, au niveau hormonal, etc. Pareil, c'est pas chez moi qu'il faut venir, c'est pas moi qui gère ça, je suis pas un spécialiste de ça. S'il y a des problématiques au niveau visuel, au niveau orofacial, des choses de ce type-là liées à la peau, etc., ben pareil, je renvoie vers un spécialiste, je mets la lumière sur la problématique et ensuite je te dis justement quel spécialiste est bon à aller voir dans ce cas-là. Donc l'important c'est de comprendre ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent toi t'impacter et moi je me considère comme un intermédiaire, étant donné que le bilan, je teste beaucoup de choses parce que moi, avec mes compétences et de ce que je peux faire en France par rapport à mon diplôme à moi, je peux travailler sur beaucoup de concepts différents. Mais par contre, à chaque fois, ça reste des entrées simples. Et quand effectivement ça relève du médical, que c'est pathologique, qu'il y a des spécialités à aller chercher, ben, ce n'est pas moi qui va gérer ça. Mais par contre, j'ai quand même une certaine expérience et puis j'ai des connaissances où je peux donner des conseils et du coup, les conseils, ça va être justement d'aller voir ton médecin traitant, de lui en parler, et toi que je puisse te dire aussi ben, quel spécialiste tu peux aller voir, ou alors ceux que moi j'ai en tête et que je connais et que tu peux aller voir plus que d'autres, par exemple. Ça aussi, c'est des choses que je peux faire. Si jamais effectivement j'ai des bons retours de certains spécialistes, ben, je peux les garder en tête pour envoyer mes clients chez eux. Donc ça, c'est des choses que je peux faire aussi. Mais du coup, c'est de cette manière-là où moi je dois gérer cet aspect multifactoriel, c'est que je dois laisser mon ego de côté, je dois pas me prendre pour Jésus ou je sais pas qui. Je reste juste Samuel, je suis un coach sportif spécialisé en réathlétisation. Je travaille sur le sensoriel, je travaille sur les articulations, je travaille sur le mouvement. Et après, il y a des autres choses qui viennent impacter tout ça, c'est clair et net, parce que tout est lié, il y a énormément de liens à faire avec toutes ces autres choses. Mais du coup, c'est au lieu de me dire, bah ouais, c'est pas mes compétences, donc la personne, je lui en parle pas et ciao, et puis elle se démerde, bah non, c'est que je puisse un minimum m'intéresser. Et moi, ça me coûte rien de dire, bah écoute, moi j'ai un numéro de téléphone, tu peux aller chez cette personne, elle va pouvoir régler ces problématiques-là et ça va être génial. Et en plus de ça, nous, ça va nous apporter parce que ben, on aura pu cette compensation-là, on aura pu cette source de cette problématique-là. Et nous, le travail qu'on va faire ensemble au niveau posture, au niveau respiration, au niveau sensoriel et réintégration qu'on va faire, etc., ben, ça va mieux passer, le corps va mieux l'intégrer, ça va mieux tenir sur le long terme, on va avoir plus de résultats, on va aller plus loin et c'est top. Donc je ne vais pas m'en priver et on ne va pas s'en priver. Donc moi je suis là pour ça. Et pour donner un exemple concret, ce qui est bien aussi, c'est que parler aux gens, c'est vraiment super intéressant. Et là où ça a été intéressant, là en début d'année par exemple, c'est avec une sportive qui fait du JJB, CrossFit, et qui faisait de l'anémie. Donc là pareil, je lui ai dit, ben, au niveau de l'anémie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'il y a quelque chose, etc. Et elle me dit qu'effectivement, elle est allée voir son médecin traitant, son médecin généraliste, et qu'en fait, le médecin généraliste, il a juste fait une prise de sang, et après, ciao. Et la prise de sang, elle l'a faite. Il y a eu des petites problématiques de révéler, mais pas plus que ça. Et le médecin traitant, il a dit, ouais, bah, on fait rien de plus. Il lui a donné, il lui a donné une petite connerie, et après, ciao. Et au final, il n'y a aucun traitement. Elle n'est pas allée voir un spécialiste. Et ça, c'est un truc de ouf quand même. Alors qu'elle a une vraie problématique. Donc elle, bien évidemment, elle ne peut pas savoir ce qu'elle ne sait pas. Donc quand son médecin lui dit ça, qu'on va pas aller plus loin que ça et que vas-y rentre chez toi, ben elle rentre chez elle et puis c'est fini. Sauf que non, moi je lui ai dit, le spécialiste à aller voir donc pour cette problématique-là, c'est tel et tel spécialiste. Donc reprends rendez-vous chez ton médecin traitant et demande-lui d'aller voir ce spécialiste-là et tu forces les choses. Donc moi j'ai pu lui donner ce conseil-là. Et ce qu'elle a fait, et ensuite elle a eu son traitement, elle a réglé ses problématiques et ça a changé beaucoup de choses dans sa vie. Et sur le long terme, en effet cumulé, c'est très très bien et je suis très content de lui avoir apporté cette chose-là. Donc j'ai juste mis la lumière sur une problématique et après j'ai juste fait moi mes petites recherches parce que je me suis intéressé et je sais l'impact que ça va avoir nous sur ce qu'on va faire nous ensemble et du coup je lui ai permis de faire ça, d'avoir cette démarche-là. Donc
moi, je me considère comme une personne comme ça, où je peux donner des conseils, j'ai certaines connaissances, et moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir le plus d'outils à disposition, ou le plus de chemins à disposition que je peux transmettre à la personne en fonction de ses besoins. Même si dans les chemins que je peux donner, je n'y suis pas. Comme par exemple dans cet exemple-là où elle a dû aller voir un spécialiste pour l'anémie, ben je connais que dalle moi. Je peux lui dire de boire plus d'eau et puis de cadrer l'alimentation, ce qu'on a fait. Mais si ça va pas plus loin que ça. Il faut qu'elle ait un vrai traitement, etc. Donc bien évidemment qu'elle doit avoir un spécialiste pour ça. Et donc un professionnel de santé. Mais par contre, je suis là pour faire l'intermédiaire et éventuellement lui donner les outils pour qu'elle puisse le faire. Donc il y a ça, donc il y a cet aspect-là où moi je dois pas avoir d'ego par rapport à tout ça, clairement pas. Faut que je reste à ma place et il faut que je renvoie les gens chez les bonnes personnes. Mais du coup, je suis aussi là pour ça et ça, il n'y a pas de contre-indication et c'est très bien. Et je suis très content d'apporter ça moi à mes clients. Et ensuite, pour gérer l'aspect factoriel au sein même de mon bilan, donc par rapport à ce qu'on va faire nous ensemble, ben là, c'est comme j'ai expliqué avant, c'est vraiment le fait d'avoir le plus de données possible et ensuite de me dire qu'effectivement les entrées, les choses à aller chercher, ce qui va nous amener le plus de résultats, ben ça va être ces entrées-là. Du coup, voilà pour les réponses aux questions, donc c'est plutôt cool. Ça fait une petite vidéo sympa. Je sais pas à combien on est. On est à 45 minutes, ça va en vrai. Ça va, ça va. Je pense qu'on va être bon pour aujourd'hui. Sachant qu'en plus, il y a l'UFC qui passe en pleine journée. On a de la chance. Et que là, il y a les derniers combats. Et qu'il y a JDM contre Prates. Donc on va aller regarder ça tranquillement. Et puis voilà, c'est parti. Je vous dis bon après-midi, bon week-end. Et à la semaine prochaine.